Nous nous rendons à Rethel aujourd'hui pour vous faire découvrir le musée lorrain des cheminots qui, dans les tout prochains jours, va proposer une exposition sur l'histoire de la ligne de Thionville à Apac qui traverse le village et à propos de laquelle l'association qui gère le musée vient de publier un livre à l'occasion de ses 140 ans. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Rethel, c'est un petit village de Moselle dans la région de la Lorraine, tout proche de Thionville, de l'Allemagne, ou encore de Schengen dans le Grand-Duché du Luxembourg, connu pour les accords qui ont été signés en 1985. Après un déjeuner bien agréable au bord de l'eau, Rethel est baignée par celle de la Moselle. Nous nous rendons dans le centre du village qui abrite ce musée créé par Laurent Courtade. Fils et petit-fils de cheminot, ce passionné du rail a grandi dans une maison de garde-barrière située sur la commune. Il est lui-même employé de la SNCF où il a passé 14 ans au service de la voie avant de changer pour celui de l'exploitation. À Rethel, plus de 70% de la population travaillait au chemin de fer. Le dépôt de Thionville et les 150 machines qu'il abritait en 1910 étant tout proches. La commune ne possède pourtant ni gare ni halte. Les trains se contentent de la traversée. Collectionneur d'objets ferroviaires depuis toujours, Laurent a créé une association dans la perspective d'ouvrir un jour ce musée. C'était il y a 20 ans. Faute de local, les premières expositions furent présentées en plein air, avant que le maire de l'époque, lui-même fils de cheminot, ne propose celui dans lequel la collection est abritée aujourd'hui. C'est une bâtisse historique, dont on retrouve la trace sur des plans datant du XVIIIe siècle, mais qui est probablement beaucoup plus ancienne et a de fortes chances d'avoir été construite entre le XVe et le XVIe siècle, tout comme les autres maisons du quartier dans lequel elle se trouve. L'espace est constitué de différentes pièces, chacune étant dédiée à un thème. L'accent est mis sur les métiers peu connus ou peu visibles du grand public, ceux liés à la voie, au service électrique, à la téléphonie ou au poste d'aiguillage. La visite se termine sur une évocation de ceux de l'attraction vapeur ou électrique, ainsi que sur celle de la place des apprentis du rail, certains rejoignant les écoles de la SNCF ou des compagnies qui l'ont précédée dès l'âge de 14 ans. Le travail des femmes est également abordé, parce que souvent oublié. Le musée rappelle le rôle qu'elles ont joué notamment lors des 2 conflits mondiaux, où elles ont été amenées à remplacer les hommes partis au front. Le musée met également l'accent sur les spécificités de la région où il se trouve. Ici, les trains roulent à droite, ce qui est un héritage datant de sa première annexion par l'Allemagne de 1871 à 1918, et les lignes électrifiées le sont en 25 000 volts 50 Hz. Laurent Courtade est ravi de constater que même si le musée qu'il a créé vit avec des moyens très limités, il recèle bien des trésors qui poussent le visiteur à y passer beaucoup plus de temps qu'il ne l'aurait imaginé. Vu de l'extérieur, c'est vrai que notre musée ne paye pas de mine. On se dit c'est tout petit, on va faire le tour en 10 minutes et puis c'est déjà bien. Et puis en fin de compte, lorsqu'on commence à y rentrer, en fin de compte, c'est 1h15, 1h30, peut-être même 2 heures après qu'on en ressort. Depuis que nous existons, on n'a jamais eu des gros budgets. On a toujours fonctionné avec très petits budgets. À valeur d'euros, je veux dire, on tourne avec 1000 ou 1500 euros par an. Et on a toujours su se développer et toujours présenter tout le temps, tous les ans, des nouveautés. Les nouveautés pour 2018, ce seront l'organisation d'une exposition et l'édition d'un livre, mais aussi la présentation d'un autre métier méconnu, celui de géomètre.
La visite commence par une présentation des métiers du service de la voix qui se fait autour de la présentation d'un morceau de voix typique de l'Alsace-Lorraine, tel qu'il a été hérité des Allemands, et d'un tableau retraçant les différents systèmes d'attache de la voix à la traverse. Des crampons utilisés à l'origine en passant par les différents types de tire-fond employés au fil du temps et de la traverse en chêne en passant par celle en sapin pour arriver aux traverses en béton qui utilisent un système d'accroche qui se passe de tire-fond. En complément, la présentation d'un ancien appareil de contrôle de la voix mis au point par l'ingénieur Alade pour le compte des chemins de fer de l'Est, est une occasion de parler de l'évolution de ces métiers jusqu'aux actuels systèmes Mosin et aux technologies utilisées pour vérifier la voie du TGV. On voit bien que le marteau il rebondit bien. Là, il y a plus de mal. Vous pourrez même voir dans cette pièce des rails abîmés ou cassés. Et Laurent Courtade, s'il vous fait la visite, vous montrera comment les défauts constatés sur la voie sont contrôlés et corrigés. Et vous aurez peut-être la surprise d'apprendre que des thermomètres sont placés dans les voies pour en mesurer la température. On peut ainsi déterminer s'il est possible d'intervenir dessus sans risque dans les périodes où la chaleur augmente fortement. Dans la région, ce type d'intervention est interdit entre le 15 mai et le 15 septembre pour éviter toute déformation de la voie qui pourrait conduire à des restrictions ou même interdiction de circulation. Autre activité présentée, la lampisterie et son établi. On y découvre que la DB a continué à utiliser des lampes à pétrole jusque dans les années 90, où elles continuaient à être mises en place en gare d'Apac. Au sol est présentée l'évolution des lanternes de signalisation arrière des trains. Elles permettent de s'assurer dans les gares et les postes d'aiguillage que les convois sont complets. Première génération après des lampes électriques sur batterie en 1962. Le surnom que les cheminots ils avaient donné à ce type de lampe, là c'était les marmites. À partir de 1980, les premières générations des lanternes jaunes, avec un progrès technique, une cellule de captage du taux de luminosité pour l'allumage et l'extinction automatique des lampes. Ce qui fait les piles elles durent beaucoup plus longtemps. Et puis on peut les poser en permanence, quoi. Par contre, elles sont très lourdes. Après, deuxième génération des lanternes jaunes, 1990. Allègement du poids de la pile. On a supprimé le métal pour la carcasse de la lampe, on a utilisé le plastique. Par contre, le procédé est toujours le même. Une cellule de captage du taux de luminosité. Et depuis 2001, là encore, amélioration technique, on a pu réduire encore une fois le poids de la pile et de l'ensemble, et on n'utilise plus des ampoules mais des LED. Donc ça consomme beaucoup moins. Pour se déplacer dans les installations ferroviaires, les cheminots disposent également de lanternes pour voir, mais surtout être vus. Les premières n'éclairaient ainsi pas grand-chose. Elles étaient à l'huile de colza. Celles à carbure éclairaient déjà beaucoup mieux, mais fonctionnant sur la base d'une réaction du carbure mise en contact avec de l'eau, elles présentaient l'inconvénient de ne plus fonctionner dans le froid, l'eau gelant. Laurent nous emmène maintenant dans la pièce consacrée au service électrique. Le chemin de fer a toujours possédé son propre réseau de téléphonie. C'est une loi de juillet 1845 qui lui impose. Aucune ligne ne peut être ouverte tant que son système de téléphonie n'est pas mis en œuvre. Bien sûr, le télégraphe a cédé la place au téléphone de campagne, fonctionnant grâce à un système de perches et de fils torsadés présentant un symbole pour reconnaître la ligne. Le téléphone de campagne a été utilisé par la SNCF jusqu'en 1997, date à laquelle il a été remplacé par les téléphones portables actuels. Dans la même pièce, Laurent vous expliquera le principe de la protection des circulations par le bloc automatique lumineux et que si les couleurs sont disposées différemment que sur les feux tricolores destinés aux automobiles, c'est un héritage des sémaphores. Dans la pièce voisine, vous découvrirez précisément comment ces signaux et les itinéraires auxquels ils étaient associés
étaient commandés à distance, à l'aide de systèmes propres à ceux mis en œuvre en Alsace-Lorraine ou par les chemins de fer de l'Est. Ah, ici, la version Alsace-Lorraine, ce sont des jeux de blocs électromécaniques Siemens-Halske. Ils ont inventé ça en 1872. Alors le principe, était que lorsqu'ils annonçaient un train à la gare suivante, il fallait, en plus que de l'annonce verbale, ils descendent le levier de la voie correspondante et ils tournent la manivelle. Le blanc, il va passer au rouge, qui aura pour effet de bloquer le levier. Et du côté où le train va arriver, le blanc, il passe au rouge, il libère le levier, oui, et il va libérer aussi les enclenchements de parcours, ou les assentiments. Donc je fais l'essai. Une fois qu'il a... Normalement c'était 7 tours réglementaires. Une fois qu'il a tourné, que c'est passé au rouge, il s'arrête et relâche. Là on va voir que c'est bloqué. Ce qui fait que s'il y a un autre train qui arrivera, là il devra attendre que celui qui a été expédié soit arrivé. Et une fois qu'il arrive au poste ou à la gare suivante, il vérifie que le train est complet, donc avec la présence soit des plaques de queue ou des lanternes. Et si le train continue, il peut. Là, on voit bien que l'enclenchement a été libéré. On peut faire l'expérience aussi. Il peut y avoir aussi par serrure une protection. Ah tiens, je ne peux pas aller par là, il y aura peut-être des travaux, ou alors il y a une desserte d'une usine. Donc il faut qu'il reste comme ça. Il fasse l'annonce à la gare suivante. Et l'idéal, c'est qu'il n'oublie pas de rendre la voie libre au premier. Si jamais il l'oublie, le premier, il le rappelle à l'ordre. Ouais. Et là, oui, c'est vrai, il n'a pas rendu la voie libre. Et voilà. Ce qui fait là, lui, l'ensemble est bloqué. Lui, s'il y a un autre train, il peut renoncer son train. Par contre, il ne peut pas faire le rappel intempestif. Les chemins de fer de l'Est ont quant à eux opté pour le système Lartigue. À l'étage, les membres du musée lorrain des cheminots ont installé le réseau légué par la famille d'un modéliste décédé et reconstitué un guichet de gare à partir d'éléments récupérés à celle de Cirques-les-Bains, située juste à côté. La dernière partie de la visite nous rapproche des métiers de la conduite. Ceux de chauffeurs ou de mécaniciens à bord des locomotives à vapeur, et plus tard des locomotives électriques, telles les CC 14000, emblématiques de la région, et qui avaient été surnommés les fers à repasser. Pour finir, les visiteurs pourront s'essayer à la conduite sur un simulateur construit sur la base du pupitre d'une 16500, installé par Auguste Cuisance, dont je vous ai parlé dans un précédent numéro d'Aiguillage. Si vous souhaitez le visiter, sachez que le musée est ouvert tous les deuxièmes dimanches du mois, en plus du 1er mai, des journées du patrimoine et du jour de la fête patronale du village qui tombe en principe le 1er dimanche d'août. Mais il est possible également de prendre rendez-vous pour le visiter à d'autres dates. Cette année, il sera également ouvert pour une exposition exceptionnelle les 5 et 6 mai à l'occasion du lancement du livre Thionville à Pâques 1878-2018, 140 ans de chemin de fer, édité par l'association. Plus d'informations sur le site musée-lorrain-des-cheminots.fr. La semaine prochaine dans Aiguillage, le petit train Castelneuvois. Il s'agit d'une association exploitant un circuit de trains de jardin en 5 et 7 pouces 1 quart. D'ici là, sachez que vous pouvez passer en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage. Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.